l'actualité brûlante du jour, les sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. Nous avons décidé de prendre des sanctions contre la Guinée. C'est ce que le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a laissé entendre. Le diplomate gambien Omar Aliou Touraï l'a dit au sortir du sommet de l'institution sous-régionale tenu en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. La CEDEAO qui passe ainsi à la vitesse supérieure et inflige des sanctions contre plusieurs personnalités. Nous l'avons appris, en tout cas civils et militaires de la transition guinéenne. Sujet à analyser dans cette émission. Baïla Amadou Traoré, je reste avec vous pour parler de ce premier sujet d'actualité. Oui, donc finalement, je ne sais pas s'il faut dire qu'on pouvait s'y attendre, mais en tout cas avec surtout l'escalade verbale qui a eu lieu ces jours-ci entre justement le président en exercice de la CEDEAO, de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Omaro Sissoko Ambalo, voilà, et les autorités de la transition, oui, qui a certainement justement président devancé, on va dire, ses pairs de la CEDEAO pour annoncer peut-être ce renforcement des sanctions, parce qu'en vérité, moi c'est comme ça je l'appelle, parce qu'une bonne partie de ces sanctions, comme par exemple le premier volet le gel des avoirs et l'interdiction des voyagers, c'était déjà des sanctions qui avaient été prises au début de la transition, sauf que cette fois-ci, on va dire, précisé les choses, on a élargi aussi en nommant des membres donc du CNRD, oui, des membres du gouvernement et je pense même du CNT aussi, et on annonce aussi du coup des sanctions effectivement. Donc ça c'est sur ce premier aspect-là, bon, ce sont des sanctions, heureusement. Personnellement, en tout cas, les citoyens ne sont pas concernés en quelque sorte, parce que voilà, ne sont pas directement concernés. C'est-à-dire, si on interdit de voyager ou on gèle les avoirs d'un ministre ou d'un membre du CNRD, ce n'est pas quelque chose qui va forcément atteindre. Oui, mais est-ce que justement on ne peut pas s'attendre à d'autres sanctions plus dures? Non, mais les autres, si toutefois, en tout cas, les autorités ne reviendraient pas à de meilleurs sentiments. Non, c'est même pas. En tout cas, ça fait partie des mots du communiqué qui prévoit bien que justement, qui est précis d'ailleurs en la matière, qui donne un délai de 1 mois aux autorités de la transition pour adopter un chronogramme raisonnable, sous peine de quoi il y aura des sanctions plus lourdes. Donc c'est indiqué, notamment des sanctions économiques. C'est indiqué dans le communiqué final. Oui, mais où j'étais, c'est que c'est cette première partie des sanctions, je disais, qui concernait, qui n'avait pas d'impact sur les populations. Mais il y a déjà d'autres parties qui peuvent avoir des impacts, parce que il y a déjà des sanctions économiques et financières. Parce que la deuxième sanction, c'est la suspension de tous les de tous les financements, on va dire, de la CEDEAO, de la CEDEAO en cours. Et cette suspension, je ne connais pas le montant, on va dire, de cela, mais en tout cas, je sais que aussi au vu des autres institutions, proportionnellement, ça serait bas par rapport aux autres partenaires techniques et financiers, mais en vertu aussi du principe de subsidiarité, est-ce que ça peut créer des difficultés? Mais en même temps, le même communiqué dit que les partenaires techniques et financiers doivent accompagner la transition vers un retour, en tout cas, à l'ordre constitutionnel. Et il y a justement sur les sanctions, ça c'est sur le volet sanctions économiques du coup, mais maintenant, ça c'est la nature des sanctions qui viennent d'être prises. On pouvait s'y attendre, mais je ne suis pas sûr que ces sanctions impacteront réellement le calendrier, on va dire, des autorités de la transition. Je me réjouis en tout cas que dans le communiqué, par exemple, on précise que le médiateur de la République, le médiateur Tony Boniaï doit continuer sa médiation. Donc je pense que c'est le cadre de dialogue aussi qui a été annoncé, qui a été décrété récemment. Je pense que à travers j'attends plus de ces travaux-là que de ces sanctions pour faire plier les autorités de la transition. Les autorités de la transition, oui, c'est Koukita.
Alors, on le rappelait hier. Est-ce qu'à partir de là, il y a une liste, en tout cas, des listes qui circulent, oui, où on a vu les noms même des membres du CNRD. Voilà, si c'est le cas, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'inquiétude du FNDC... Non, je pense que pratiquement, en ce qui concerne les membres du CNRD, il n'y a rien de surprenant. Et je pense que la sortie d'hier, ou les sorties en cascade hier, ont aussi pesé dans la balance. Ça, vous le comprendrez aisément à travers même la dernière phrase du communiqué où on rend quand même un vibrant hommage à Embalo en disant qu'il est en train de gérer la situation avec leadership. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ah bon? Oui, c'est mentionné. Le communiqué. C'est la dernière phrase. On dit, si vous voulez, je répète, les chefs d'État et de gouvernement rendent un vibrant hommage à Sem Umaru Sissoko Embalo, le président de la République de la Guinée-Bissau, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, pour son leadership dans la gestion des affaires de la communauté. C'est pour vous dire que c'est une façon de dire on reste solidaire, on le soutient et nous estimons que jusque-là, il a travaillé, en tout cas d'une certaine manière, ça sent de la solidarité. Et ça, on l'avait dit, et on disait qu'il fallait justement éviter qu'on en arrive là. On pouvait se contenter probablement de la sortie du colonel Amara et chercher à régler les choses en sourdine. Mais le Premier ministre, lui, devrait s'abstenir. Et bien voilà, ça a donné ce que ça a donné. Les discours commencent à changer. Mais à quel moment? Les sanctions sont déjà annoncées. Je pense qu'il y a trop d'émotions. Il y a l'envie de payer coup par coup. Je pense qu'on doit sortir de ça. Ce dont on parle, c'est l'avenir d'un pays. L'avenir d'un pays qui, aujourd'hui, je ne dirais pas c'est incertain, mais on est dans une situation où on se pose la question où ça va nous amener. Et quand c'est comme ça pose problème. Pourquoi le Burkina Faso, qui a plus de problèmes que la Guinée, quand même tente de sortir de manière, si vous voulez, plus ou moins large, consensuelle et tout. Mais nous, on est toujours en train de tourner autour des questions qui ne devraient pas vraiment se poser. Vous demandez de proposer un chronogramme détaillé des activités que vous devrez mener, parce que jusque-là, on nous a parlé que des 10 commandements, mais aussi les 36 mois. Comment est-ce que les activités vont être réparties? On va commencer par quoi? Ça va de tel mois à tel mois. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? La question relative à l'organe qui va gérer les élections. Rien de tout ça. On parle de recensement, on parle de révision. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Dites-moi, après une année, nous qui sommes là, laissons la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute les autorités, on va dire non, il y a une sorte de cabale. On va dire qu'il y a une cabale, on va se comprendre. Non, dites-moi. Parce que quand on parle quand même de transition ou de retour à l'ordre constitutionnel, c'est d'abord les élections, c'est la constitution. Dis-moi. Que ce soit les élections, que ce soit l'élaboration d'une constitution. L'élection, c'est la transition, elle est essentiellement. Vous savez, non, mais même pour les élections, les actes ont été posés. Je dis, les actes ont été posés pour les élections. Lesquels? Le premier acte, le premier pas, c'est-à-dire le décret qui institue, la finalité, ce sont les élections. Le d'accord. Vous savez, le recensement général de la population. Vous savez, moi je sais, et nous savons tous dans ce studio que quand on prend le chronogramme, il y a de ces délais qui sont imprescriptibles. Ça, vous le savez. C'est-à-dire, quand on parle, par exemple, de la période de campagne électorale, les temps de contestation, les temps pour l'examen des recours, il y a quand même des petits détails quand même qui comptent et qui doivent obéir à un certain nombre de principes. Vous continuez comme ça. Après une année, jusque-là, on ne sait pas par quoi on va commencer. Qu'est-ce qui va être fait? Et à partir de quand? On n'a aucune information relative à tout ça. Globalement, on nous a parlé de 10 étapes. Les 10 étapes, là également, on vous dira, ça commencera quand on va commencer à dérouler les actes. Non, ça a commencé, hein, parce que la première étape, c'est qu'on va aller vite, on va aller vite, parce qu'on a des invités qui doivent ce que je vais dire dans ce studio. Supposons qu'on ne fait même pas, en fait, on ne fait pas cette transition pour la CEDEAO. Mais à l'interne ici, quand on examine l'évolution des choses, il n'y a pas une certaine lisibilité. Même eux, ça ne les arrange pas parce que vous ne voyez même pas de traces. Aujourd'hui, si on était parvenu, par exemple, à nous proposer, si vous voulez, un délai par rapport à l'examen ou l'élaboration d'une nouvelle constitution, par exemple, et qu'on a une idée de la date, par exemple, des premières élections, ou en tout cas du recensement et tout ce qui s'ensuit tout de suite. D'accord. Quand même, on verra un peu. D'accord, j'ai compris, c'est quoi. On va donner la parole à Habib Marouane et puis on va partir avec le premier invité. Ça va être Dora Koïta Aboubakar, président de la jeunesse CEDEAO de Guinée. Oui.
Habib Marouane. Oui, pour ne pas revenir sur les propos de mes deux prédécesseurs, moi je voudrais porter mon analyse sur deux angles. Oui. Premièrement, qu'est-ce qui a occasionné l'accélération des sanctions contre la Guinée? Oui. Vous savez, on a péché dans notre orgueil historique. Ensuite, il y a ce que je pourrais appeler l'immaturité de nos gouvernants. Pourquoi orgueil historique? La question d'Embalo a été beaucoup plus traitée avec mépris, avec beaucoup plus d'arrogance, et la Guinée s'est replongée dans ce réconfort historique. On a nos dirigeants qui sont arrivés ou qui traitaient la question ont vu le petit Embalo de la petite Guinée-Bissau. Excusez-moi du terme. Donc, le traitement ou la considération qu'on a eu vis-à-vis de Embalo, c'est par rapport à la petitesse de son territoire, mais aussi avec cet orgueil historique. On sait que la question de la Guinée-Bissau, il y a 5 ans, il y a moins de 5 ans, le sort de la Guinée-Bissau se résolvait ici, se discutait en République de Guinée. Oui. Donc il y a eu cet orgueil historique mal placé qui a amené nos dirigeants à se cacher derrière un manteau nationaliste qui n'avait pas de sens. Le second aspect, c'est l'immaturité de nos dirigeants. C'est de mal connaître l'histoire aujourd'hui des États. Vous voyez Embalo, vous savez, c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu son combat, avec qu'elle soit ici ou ailleurs. C'est le petit des grands. Je vous dis, c'est le petit des grands. Intéressez-vous à son histoire. Il a commencé sous les pieds de Kadhafi. Il a été l'homme qui a introduit, c'est Kadhafi qui l'a introduit sur Mamadou Bouhari. C'est Kadhafi qui l'a introduit sur Blaise Compaoré. C'est Kadhafi qui l'a introduit dans beaucoup de chefs d'État. Il a géré aussi le conflit Laurent Gbagbo. Et justement, comment s'appelle l'ancien premier ministre qui s'est retrouvé du côté de la Guillaume Soro. Donc c'est un homme, c'est quelqu'un qui est rodé dans les combines surtout de ce genre. Et c'est un homme du Sahel. Il connaît comment fonctionne aujourd'hui le Sahel, parce que ne le voyez pas comme ça. Selon des indiscrétions, c'est un livreur d'otages. Donc, c'est un homme rompu aux négociations. Et pour illustrer un peu mes propos, vous avez vu l'arrogance qui a caractérisé les propos. Et au lendemain de cette brutalité verbale, au lendemain de cette... Non, laisse-moi aller. Au lendemain de cette brutalité verbale, vous avez vu quand même Ndoye, vous avez vu Embalo s'afficher avec la première puissance militaire et économique du monde. Il s'est affiché avec Joe Biden. Ensuite, il s'est affiché avec qui? Avec le ministre des Affaires étrangères quand même de la Russie. Mais vous pouvez prendre photo avec Biden. Ce qui est sûr. Non, pas du tout, pas forcément. Non, pas forcément. On a vu des chefs d'État qui sont partis là-bas. Vous vous souvenez quand même des chefs d'État qui sont venus. On a pris, il y a quelqu'un qui a quitté Conakry, qui est allé pour le moment, qui n'a pas été reçu. Reçu, justement. Non, mais attention, Ndoye. Vous avez la chance de côtoyer tous les autres chefs d'État. Pas forcément. Vous savez, l'histoire, en termes de diplomatie, c'est la personnalité et le personnage du diplomate qui est beaucoup plus mise en avant même la force du pays. Aujourd'hui, c'est une petite Guinée-Bissau qu'on a, mais à sa tête, un grand Embalo. Donc, contrairement... Oui, c'est ce que tu dis. Certainement que tu as aussi la même méconnaissance de l'histoire, comme ce qui te dirige, très malheureusement. Mais ce qui est évident, et ce qui est connu de tout le monde... Non, c'est pas prétentieux. Non, c'est pas prétentieux. C'est mon analyse. Non, je dis non. C'est pas une analyse. Non, c'est son analyse. Certainement que... Non, c'est une erreur. Je retire mon propos. Non, je dis certainement... Il va terminer. Je retire le propos. Je sais que tu es un fin connaisseur, mais ce qui est évident, il y a aussi cette méconnaissance du fonctionnement de règlement les mécanismes de règlement des conflits. Prenez aujourd'hui même le siège des Nations Unies. Vous savez, l'Afrique a des valeurs. On a des potentialités et nous avons été les pionniers en matière de mécanismes de résolution des conflits. Il y a des symboles qui sont en Afrique qui portent aujourd'hui et qui sont repris même par des puissances occidentales. Vous prenez le tissu blanc, vous prenez le cola, vous prenez d'autres objets, mais vous prenez aujourd'hui même le format du siège des Nations Unies. Vous savez ce que ça représente? Dans la tradition africaine, lorsque les gens se retrouvaient autour de l'arbre à palabres, on formait ce qu'on appelle le U.
et le siège des Nations Unies, vous prenez le siège de Addis Abeba, représente le U. C'est quelque chose qui symbolise aujourd'hui ce mécanisme de résolution des conflits en Afrique. Oui. On devrait quand même laisser cette porte de chance et cette porte de sortie pour qu'on puisse se retrouver avec nos pairs de la CEDEAO afin qu'on puisse aplanir nos divergences. Mais malheureusement, la jeunesse a emporté. Malheureusement, bon, je dirais, on est tous frappés par cette fougue de la jeunesse, mais on pouvait quand même donner cette possibilité de se retrouver. Oui. Mais on a parlé jusqu'à ce qu'on a dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, on a écopé des sanctions, mais je pense que rien n'est trop tard. On peut encore se racheter. Se racheter en faisant quoi? D'abord, c'est de polir le discours, c'est de rapporter notre arrogance et ensuite, c'est de ne plus considérer Ambalo et la Guinée-Bissau comme étant un petit pays sur lequel se trouve un petit président, mais c'est de traiter la Guinée-Bissau et Ambalo d'égal à égal. Donc, ce n'est pas de voir cet orgueil historique. Je m'excuse encore une fois de plus auprès de mon cousin. J'ai vu même sur les réseaux sociaux des gens comparer les deux palais présidentiels. Oui. Dr Fodé Ousou Fofana n'en peut plus face aux attaques répétées de Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, contre l'Union des forces démocratiques de Guinée et son leader. Le vice-président de la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo vient d'interpeller directement le Premier ministre Bernard Goumou afin qu'il rappelle son ministre à l'ordre. En ces termes, le vice-président de l'UFDG indique: nous voulons savoir si le sujet concernant la gouvernance de l'UFDG a été discuté en conseil de ministres pour que Ousmane Gawal, qui est le porte-parole, puisse porter la parole du gouvernement concernant la gouvernance de l'UFDG. Si tel n'est pas le cas, s'il parle à son nom pour attaquer un parti politique, il faut que le Premier ministre et le chef de l'État en tirent toutes les conséquences.